Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, rapidement, pour camper un peu le spectacle de Nicolas Truong, Interview, c'est un spectacle qu'on a pu voir au Théâtre du Rond-Point cette année et au Montfort. Il s'est achevé le week-end dernier, je crois. C'était les dernières représentations. De la saison, en tout cas. De la saison, voilà. Donc, j'espère qu'on le verra l'année prochaine, qu'on le reverra l'année prochaine. C'est vraiment un très, très beau spectacle qui prend pour objet... en fait, c'est un montage de texte autour de la pratique de l'interview. Et de l'interview journalistique, et je dirais même que c'est un spectacle sur l'art de l'écoute. Qu'est-ce que c'est que écouter, et comment, en tant que journaliste, en tant qu'intervieweur, on réussit à faire émerger la parole de l'autre, et une parole authentique, une parole vraie, des fulgurances, peut-être aussi des confidences. Donc je pense que c'est vraiment l'objet de ce spectacle. Donc ce sont deux comédiens, Nicolas Bouchot et Judith Henry, qui sont sur scène, et qui incarnent tour à tour Florence Aubenas, Jean Asfeld, Edgar Morin. On a aussi des micro-scènes où ce sont des interviews retranscrits ou rejoués, comme par exemple celui entre Desproges et Sagan, qui est un très beau moment du spectacle. Donc voilà, c'est toute cette matière-là que vous avez montée, fabriquée, pour proposer un spectacle qui interroge la parole et qui interroge la pratique de l'intervieweur. Donc peut-être pour commencer tout de suite avec vous, Nicolas Truong, qui êtes le metteur en scène de ce spectacle, est-ce que vous pensez que interviewer, c'est partir à la rencontre de l'inattendu? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation. Préciser que malheureusement, comme les réunions ne se podcastent pas encore et qu'il y a une importance de la présence, j'aurais voulu suivre un peu plus, davantage ce qui va se dérouler l'après-midi, mais j'aurai l'occasion justement de podcaster ou de visionner ce qui va se dire après, parce que je dis ça à dessein, parce que ça m'intéresse beaucoup, entre guillemets, les nouvelles formes, parce que, et pour répondre à une forme d'interview d'une certaine façon, ou la façon de prolonger en fait ce genre au fond historique du journalisme. On pourrait même dater l'interview du 4 juillet 1884, si je me réfère à un article dans la civilisation du journal de Jean-Marc Seillant qui dit, voilà, on voit dans un journal qui s'appelle Le Matin, il est mentionné que il est vraiment stipulé qu'on a retranscrit la parole de quelqu'un, et c'est très, comment dire, c'est suffisamment indiqué de manière assez insistante au lecteur pour qu'on comprenne que c'est l'une des premières, en tout cas, interviews du genre dans la presse écrite à ce moment-là. Mais pour répondre à votre question, oui, en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît dans l'interview. L'inattendu, enfin, quelque chose qui déborde du cadre. C'est pour ça que toutes les interviews peuvent produire cela. Mais j'ai un petit faible pour les interviews fleuves au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui débordent du cadre, qui sont parfois longues, parce qu'il faut un peu de temps souvent pour... il y a même pas mal de temps et un travail d'approche pour que quelque chose se passe réellement. Ça n'empêche pas que ça puisse être monté, etc. Et donc oui, je me suis dit que... Mais en même temps, et l'interview qui pour moi, qui peut être parfois un art de la rencontre, un art de la conduite, qui se rapproche peut-être à celui de la danse, même si ça ressemble parfois au contraire à du catch, à de l'interrogatoire, à du divan, à du confessionnal. Mais c'est quand même souvent, oui, me semble-t-il, un art de l'écoute. Et à partir de cette attention, de cette empathie, de cette écoute, quelque chose, en effet, d'inattendu peut surgir. Mais hélas, nous le savons aussi, c'est pour ça que les nouvelles formes, je trouve, sont intéressantes de ce point de vue-là. On a l'impression aujourd'hui que ça parle tout le temps, mais qu'on n'entend rien. Et qu'il est rare qu'on tende l'oreille ou qu'on s'arrête vraiment, ou qu'on pose le journal et qu'on se dit tiens, là, il se passe quelque chose arrive. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire aussi cette pièce qui est à la fois une quête, qu'est-ce que c'est que poser des questions, et une quête qui nous a amené à questionner les questionneurs, à interroger les interrogateurs, et d'une certaine famille d'ailleurs, puisque ceux que vous avez cités, Aubenas, Asfeld, Depardon, sont des gens qui font plutôt parler des anonymes plutôt que des stars ou des personnalités ou des grands intellectuels, et pour précisément savoir un peu comment cet inattendu advient. Et vous avez cité Edgar Morin. Edgar Morin n'est pas un intervieweur,
n'est pas connu pour cela, mais il a fait notamment un très beau film avec Jean Rouch qui s'appelle Chronique d'un été, qu'ils ont tourné en 1960 et qui a été présenté au Festival de Cannes à l'époque. Et très beau parce que c'est un film dans lequel en fait ils se demandent, c'est parce que c'est des questions qu'ils se posaient eux-mêmes, c'est des questions qu'Edgar Morin se posait lui-même dans sa propre vie. Il n'était pas très en forme, il n'allait pas très bien, il se demandait comment vivre, comment on se débrouille avec la vie, comment on peut être heureux. Et ils vont dans les rues accompagnés de Marceline Leridan, qui deviendra une intervieweuse célèbre, qui fera des très beaux films documentaires sur l'Algérie après le Vietnam. Et ils vont dans la rue, ils restent 2 minutes, enfin 2 secondes, 2 minutes, 2 heures, 2 jours avec des gens qui leur parlent de leur vie. Et c'est une parole avant la parole médiatisée, avant le fait qu'on puisse finalement chacun être habilité à répondre à une interview telle qu'on la voit le plus souvent. Et c'est ce qui nous a intéressé d'interroger notamment Edgar Morin. C'était comment cette parole un peu rare, ou comment cette parole, ce discours frais, comme dit Raymond Depardon, parce qu'il dit qu'il y a un discours frais, le discours de la première fois. Il dit que la parole, c'est comme le lait, quoi. Il y a un discours frais qui tient 24 heures. Et comment on fait pour la saisir, la faire advenir, c'était un des objets, en tout cas, de cette pièce. Et ce qui est très beau avec le personnage de Marceline, justement, dans Chronique d'un été, c'est que, dont vous reprenez des extraits dans le spectacle, c'est effectivement qu'elle va un petit peu errer dans Paris et partir à la rencontre, à la découverte de personnes à interviewer, en tout cas à questionner, peut-être plus qu'interviewer. Ça va vraiment directement, je pense, contre l'idée un peu du bon client qu'on peut trouver en journalisme. Et je voudrais vous faire écouter un petit extrait, du coup, de Florence Aubenas, justement, qu'on entend dans le spectacle, qui parle exactement de ça très bien. Je vais vous mettre le premier extrait. Ah bah merci. Il y a ce truc, les gens, qui est une espèce de phrase qu'on répète en boucle. On va faire les gens, on va interviewer les gens, qu'est-ce que les gens pensent? Les gens, ça n'existe pas. Les gens que tu vois au journal, y compris un peu en presse écrite, ne sont pas les gens. C'est les gens capables de répondre à une interview. Oui, c'est parmi les gens qui savent répondre aux questions. L'interview, c'est un filtre énorme, parce que soit les gens, ils s'éliminent d'eux-mêmes, soit le journaliste, il n'a pas envie de perdre son temps. Regarde, en 2005, pendant les émeutes en banlieue, tu vois un mec qui arrive avec son petit cartable, vachement sympa, tout ça. Tu lui dis « Bonjour, vous habitez là ?»« Ouais. »« Et vous vous appelez comment ?»« Mohamed. »« Mohamed, ok, c'est bon. Et qu'est-ce que vous faites ?»« Écoutez, je suis en master de philo. »« Ok, c'est pas le bon. » Tu vois, on tombe dans le côté casting. Le travers principal des journalistes, c'est quand même ça, de trouver ce qu'ils cherchent. Donc voilà, ne pas trouver ce qu'on cherche, justement, se laisser surprendre, prendre le temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout ça, ce sont des modes d'interview, les modes d'interview dont vous parlez dans votre spectacle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une gestuelle particulière? Vous parlez beaucoup d'empathie, comment effectivement créer de l'empathie entre soi et la personne qu'on interviewe. Est-ce que vous pensez qu'il y a une gestuelle particulière, que ce soit dans le regard, dans le placement du corps, puisqu'en plus vous faites théâtre avec tout ça, donc c'est une question évidente que j'ai envie de vous poser. Voilà, est-ce qu'il y a une posture, une gestuelle, presque une chorégraphie de l'intervieweur que vous avez envie de dessiner dans ce spectacle? En tout cas, moi, il me semble qu'il y en a une, mais qu'elle n'est en général pas perceptible. Parce que l'interview, la preuve en est, en ce moment, en général, on ne bouge pas beaucoup. Effectivement, il y a des choses très subtiles, très infines. Il y a des petits mouvements, il y a des clignements d'œil, il y a des façons de se tenir, de regarder, d'être adossé au fauteuil ou au contraire comme ça. En effet, mais ça ne bouge pas beaucoup. Et ce qui m'a paru intéressant de montrer au théâtre, c'est précisément le mouvement qu'il y a, en fait, entre deux personnes. Parce que c'est quand même une relation. En tout cas, quand quelque chose prend, voire même quand ça ne prend pas, mais enfin, en tout cas, quand il se passe quelque chose, ça peut être effectivement quelque chose ça peut être de l'ordre du conflit ou au contraire de la confidence. Il me semble qu'il y avait un mouvement. Et que ce mouvement-là appelait précisément du théâtre. Oui, il y en a. Parce que c'est aussi un jeu de rôle. Comme le dit Edgar Morin, chacun veut avoir la bella figura. Au début, chacun veut une sorte de masque. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une sorte d'analogie entre le théâtre. Puisque moi, il m'a semblé et aux comédiens aussi, Judith Henry, Nicolas Bouchot, et c'est pour ça que la proposition leur a plu, parce qu'ils se sont dit, mais au fond, c'est pas très très loin de ce qu'on fait. C'est-à-dire que
Après tout, on pourrait en résumer, dire que le théâtre, c'est une sorte de dialogue avec un public, ou ce qu'on appelle au théâtre un quatrième mur, le public. Et une interview, qu'il y ait ou non un public au moment où on l'a fait, où on la réalise, qu'il y ait ou non des auditeurs, que ce soit en direct ou pas, des lecteurs d'un journal, il y a toujours quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si on se parle, c'est parce qu'en vue d'eux, en vue qu'elle soit publiée, qu'elle soit entendue, qu'elle soit diffusée, télévisée, etc. Donc il y a une sorte d'analogie là, quelque part, entre les deux genres. Et comment dire, je crois que c'est ça qui nous a vraiment intéressés, et de montrer du coup, parce que cette pièce est très, ça bouge beaucoup, ça danse, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un duo, je dirais oui, finalement une sorte de danse. Alors on peut être à contretemps, on peut se marcher sur les pieds, mais c'est quand même quelque chose de cet ordre-là, me semble-t-il, même si en apparence les corps ne bougent pas beaucoup, même si bien sûr on peut, notamment par l'image, mais pas seulement, par le récit qu'on en fait, savoir comment la personne se tenait, comment elle répondait, l'intonation, et évidemment bien sûr quand on a aussi sous forme radiophonique, les voix, les sons, on arrive à percevoir des choses. C'est a priori assez immobile, et donc on a voulu montrer l'extraordinaire mobilité en fait de ce genre. Nicolas Tréon, comment vous définiriez une bonne question? Qu'est-ce que c'est que pour vous une bonne question? Alors avant de vous laisser répondre, j'aimerais bien mettre un deuxième son qui justement, je pense, est une sorte de contre-exemple à cette question. Il y a un défaut qui est inhérent au journalisme, qui est de ne pas faire confiance à son interlocuteur. De ne pas arriver à concevoir que cette personne puisse avoir de l'intérêt, qu'elle puisse vous surprendre. C'est quelqu'un qui dit « n'est-ce pas que ». Il ne dit pas « est-ce que », il dit « n'est-ce pas que ». C'est quelqu'un, voilà, il va voir une paysanne africaine et il dit « n'est-ce pas que c'est terrible ce qui vous arrive ?» Vous n'avez jamais connu ça. Enfin, il fait les réponses en même temps que les questions, parce qu'il les a déjà dans la tête. Mais enfin, il ne s'intéresse vraiment pas à son interlocuteur. Puis, il y a des journalistes qui n'arrivent pas à trouver le ton, qui n'arrivent pas à se mettre au diapason. Parce que, en fait, avoir une discussion avec quelqu'un, c'est se mettre au diapason. Hein, c'est tout un métier qui va du vêtement au ton, à la parole, à la manière d'être, à la mise en situation de la discussion qu'on va avoir. Voilà, comment se mettre au diapason, du coup, pour trouver le ton et nouer ce lien à l'autre? Alors c'est deux choses différentes, mais c'est lié. En fait, la bonne question, c'est compliqué, la bonne question, parce que c'est pas, comment dire, c'est souvent une question de moment, c'est au moment où on la pose. Une bonne question peut tomber complètement à plat, c'est-à-dire si quelqu'un a son déroulé de questions, la personne, finalement, l'emmène un peu ailleurs, et elle reste avec son conducteur, sa conduite de questions, qui sont finalement peuvent être excellentes au fond, mais qui ne tiennent pas du tout compte de la, comment dire, de ce qui vient, de la réponse, de ce qu'il vient de dire, ça devenir une mauvaise question en fait. Donc, alors on a nous été très, par exemple, nous sommes allés voir donc toutes ces personnes. Edgar Morin, qui d'ailleurs nous a donné accès au rush du film Chronique d'un été, 8 heures de rush. Il y a tous les ratés, justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a tous les ratés, c'est-à-dire Jean Rouch, un très grand cinéaste, documentariste, ethnologue. Bon, il se plante. Et il y a des questions, mais vraiment affligeantes, d'Edgar Morin, qui démarre avec Marceline Leridan. Mais qu'est-ce que tu aimes? Elle lui répond, mais j'aime le fromage blanc. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise que j'aime? Moi, voilà. Et bon, donc effectivement, et puis nous sommes allés voir Florence Aubenas, Jean Asfeld. Et Jean Asfeld nous a donné accès, en tout cas, il nous a transmis ses carnets de questions, par exemple. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il a commencé à faire... Donc Jean Asfeld, je pense que tout le monde le connaît, mais quand même, juste rappeler qu'il a été journaliste à Libération, qui s'est beaucoup intéressé à la question du sport, qui faisait tout, en fait, qui faisait aussi bien les faits divers que le sport, beaucoup le sport, et puis c'est surtout un reporter de guerre, et qui, à un moment donné, a décidé d'arrêter le métier de journaliste, parce qu'il s'est aperçu que... eh bien, les journalistes étaient passés à côté d'un événement énorme, à savoir le génocide rwandais. Et que d'une certaine façon, on s'intéressait
à beaucoup de choses à ce moment-là. 2 millions de personnes qui se réfugiaient au Congo, aux réfugiés, aux certains rescapés. Mais en fait, la figure du rescapé du génocide, elle était trop démolie pour pouvoir parler. Donc on ne s'intéressait pas à ce moment-là au silence. Donc il fallait faire parler le silence. Donc lui est resté 15 ans, en fait, dans un village rwandais. Et il a passé du temps à questionner à la fois des tueurs, d'abord des rescapés, d'abord des victimes du génocide, après des tueurs, et puis des jeunes. Et au fond, lui, il a consigné, il a fait un livre, enfin, il faisait des carnets de questions, pour pouvoir précisément à chaque fois être au diapason, parce que parfois il était évidemment surpris ou touché par la réponse, ou effrayé. Et il avait besoin, lui, d'avoir ces questions qu'il préparait, mais... il avait sa batterie de questions, en fait, dans ses carnets. C'était peut-être une manière aussi de se protéger oui, puis pouvoir rebondir, aussi. C'est ça, exactement. C'était pour lui, en tout cas, il y avait cet ordre-là, et c'était pouvoir rebondir dans la conversation, pour pouvoir précisément être là au diapason du moment. Donc il avait ces questions, et d'une certaine manière, il s'en servait un peu comme d'un... comment dire... je sais pas, comment on appelle ça, comment dire, une sorte de musique, enfin immobiliser en fait d'une certaine façon ces questions en fonction du ton, de la tonalité, du registre, de ce quoi on était en train de parler. Si c'était plutôt intime, si c'était plutôt voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu que, par exemple, pour lui là, à ce moment-là, alors que c'est pas du tout universel, quand il fallait qu'il parle et qu'il parle à des tueurs, pour qu'il enfin il raconte comment il faisait, comment ils ont tué, comment c'est arrivé pour la première fois une personne qui met la machette dans le corps de quelqu'un, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, il fallait qu'il parle non pas au singulier, à la première personne du singulier, mais à la troisième personne. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils disent vous voilà, vous, qu'est-ce que vous faisiez, et eux ils répondaient on ou il, etc. Donc et là ils se mettaient à parler à ce moment-là. Donc une bonne question, c'est effectivement, bien sûr, ça tient compte d'une bonne connaissance du sujet, de la personne. Évidemment, il faut travailler, connaître ces sujets, me semble-t-il, ça me paraît une évidence. Mais parfois, on doit faire très vite. Mais même quand même, il faut effectivement connaître. Mais après, c'est aussi une question de moment, de saisir effectivement ce moment. Alors, on a souvent dit que l'interview était liée finalement d'une certaine façon avec la naissance de la philosophie et du questionnement et de l'émerveillement aussi, la capacité aussi à s'émerveiller de ce qu'on entend, de la découverte de l'autre. Oui, c'est une espèce de disponibilité à l'autre aussi, en fait. Oui, c'est une disponibilité à l'autre. On a beaucoup dit que ça pouvait être lié d'une certaine manière un peu à ce personnage qui, dans les rues d'Athènes, demandait aux généraux ce que c'était que le courage, comment il faisait, etc. etc. Mais d'une certaine façon, je pense que là, l'interview, c'est une question du moment, ce que les Grecs appelaient le kairos. C'est un peu le bon moment. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des bonnes questions. Et c'est pour ça que dans le spectacle, il y a parfois des questions qui sont magnifiques, en effet, écrites, enfin, je veux dire que c'est à l'oral, à l'écrit, à la télévision, parce qu'il y a un regard, une façon de la poser, une façon de se poser, qui sont superbes. On en a tous en tête, on a tous sans doute vécu ce genre de moment. Mais effectivement, c'est une question il me semble, du moment opportun. C'est à quel moment on pose cette question-là, en fait. Il me semble. C'est plus ça. Agathe, Agathe, Nicolas, on va devoir conclure. Frustrer un peu notre public en interrompant cette discussion et en prenant une question dans la salle quand même. On va en laisser une. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Il y en a forcément une. Quelqu'un qui va lever le doigt bien haut. Non, alors ça va laisser la possibilité à Agathe d'en poser une dernière, alors du coup. Ah bah parfait, très bien. On va peut-être conclure en parlant peut-être directement de vous aussi et de votre travail de journaliste. Est-ce qu'à travers le spectacle interview, vous essayez aussi un endroit de parler de vous, de votre manière à vous de pratiquer votre métier de journaliste ? C'est sûr que quand on fait un spectacle sur l'interview... Alors à quel endroit vous parlez de vous ? Ça ne s'appelle pas d'ailleurs l'interview, ça s'appelle interview, mais l'interview en fait, c'est effectivement, mais il y a une première pièce en fait d'Octave Mirbeau
En 1904, ça s'appelait Interview. Mais c'était très intéressant parce que justement, on voit comment un journaliste pousse quelqu'un, enfin, c'est une sorte de caricature. Et vraiment, parce qu'il y a aussi quelque chose de très violent dans l'interview. Il peut y avoir une forme d'agression, en fait, aussi dans l'interview. C'est pas simplement un art. Nous, on a voulu montrer que ça pouvait être un art. Se fait questionner, c'est une forme de torture. Eh bien, oui, ben, c'est ça. C'est-à-dire que c'est tout simplement, c'est une part de ma vie. Alors, je suis pas un intervieweur au sens professionnel. Je ne fais pas une émission qui consisterait à interviewer des gens en permanence, des matinales ou je ne sais quoi, mais c'est tout simplement un registre de mes outils de journalisme. Mais j'ai beaucoup interviewé. C'est ce qui m'a mené d'ailleurs au journalisme, parce que moi j'ai monté une revue quand j'étais au lycée. Et l'interview, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pouvait rencontrer les gens les plus inconnus ou les plus célèbres, tout simplement en leur disant écoutez, on a une interview à faire. Il suffisait quand même d'avoir travaillé, d'avoir un projet, d'avoir une intention, de séduire aussi, de donner envie, au fond, que cette conversation ait lieu. Et pour moi, ça a été, ça a été beaucoup de rencontres qui ont fait toute une part de ma vie. Et je pense qu'on ne peut pas, quand on est journaliste, qu'on interviewe, quand on est en contact en permanence avec l'altérité, avec les autres, ne pas être traversé par ça dans sa propre vie. Bien sûr que ça touche, c'est des choses qui ont changé, parfois pas du tout, mais il y a des interviews dont on n'a rien à dire d'une certaine façon, parce que elles sont purement techniques d'une certaine façon, mais jamais vraiment. Il y a toujours quelque chose, un regard, une idée, une phrase, quelque chose qui reste, et qui en tout cas, moi, a modifié une part et continue à modifier une part du cours de ma vie. C'est ce que j'attends un peu d'une certaine manière d'une interview, c'est-à-dire un peu aller voir quelqu'un, idéalement, même si c'est quelqu'un de connu, même si c'est comme finalement, ou redécouvrir si c'est quelqu'un de connu, si c'est quelqu'un de pas connu ou qu'on connaît pas soi-même, c'est comme si on découvrait un pays pour la première fois. Et puis, si la personne est archi célèbre, il faut peut-être juste essayer de voir. Vous savez, c'est comme dans ces rues là à Venise qui sont très encombrées. Et puis, il suffit vraiment de trouver vraiment deux rues derrière. Il n'y a personne, c'est assez extraordinaire. On voit des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne voyait plus. Donc c'est ni plus ni moins ça, en fait, je trouve. Enfin voilà, pour moi, c'est comme disait Bernard-Marie Coltès, un célèbre dramaturge et auteur de théâtre, c'est ni plus ni moins une part de ma vie. Merci beaucoup, Nicolas Triangle. Je laisse la place suivante. Merci. Alors merci. L'interview sera peut-être la saison prochaine à voir à Paris. On espère. Je ne sais pas à Paris encore, mais on sera en tout cas à Strasbourg en octobre. Merci à vous. Merci. Et bonne journée. Merci. Alors,